Bonsoir à tous et bienvenue au débrief de l'actu. Ce soir, au menu de l'actu sportive, les Interpools 2022 avec l'apothéose qui a donc eu lieu du côté de Limbé hier avec le sacre de Aigle Royal du Mungo, anciennement appelé Aigle de Nkonsamba. Victoria United perd en finale, mais Victoria United également se qualifie pour la MTN Elite 2. Ça fait plus de 6 ans qu'un club du Sud-Ouest n'a plus joué en division d'élite, que ce soit en Elite 1 ou en Elite 2. On va en parler donc ce soir avec le réveil des anciens, puisque ce sont des clubs mythiques du football camerounais, avec nos invités sur le panel. Et puis la grande partie sera réservée au match de demain, 12h, entre la Corée du Sud et le Cameroun. Dernière nouvelle de la tanière, composition probable, la conférence de presse d'Eric Gauberson, détaillée, décryptée, avec nos fins lumières en plateau que je m'en vais donc pour présenter, avec à ma gauche, Colbert Yompang qui nous retrouve, senior journaliste qui évolue du côté de l'Allemagne, mais il est avec nous depuis quelques jours. Bonsoir Colbert. Bonsoir Marc et merci de me faire l'honneur et le plaisir de m'inviter. Autre invité ce soir, c'est nul autre que Raphaël Maniaca, le boss des Griffes de foot, est avec nous. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Marc, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'actu débrief et bonsoir aussi au panel présent. Dernier invité, et pas des moindres, Léandre Zier, l'homme, le fameux chapeau, l'homme de Camerbi, surtout, là, sur tous les terrains, mais beaucoup plus dans le foot. Bonsoir Léandre. Bonsoir Marc, bonsoir à Colbert, bonsoir à Raphaël, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal International. Alors tout de suite, je vous plonge dans l'actualité avec ce compte rendu de la finale des Interpools livré donc hier du côté du stade de Limbé entre Victoria United local et Aigle Royal du Mungo. Les images sont signées Lucien Ondjako. Cerise sur le gâteau pour Aigle Royal du Mungo. 3 jours après avoir obtenu son ticket d'accession à MTN Elite 2, l'équipe mythique du département du Mungo dans la région du littoral a soulevé le trophée de l'édition 2022 des Interpools en venant à bout ce dimanche à Limbé de Victoria United au Popo. Devant un public des grands jours, Aigle Royal du Mungo et Victoria United se donnent coup pour coup pendant les 90 minutes. Aucune équipe ne réussit à prendre l'avantage. 0-0, place à la séance des tirs au but. À ce jeu, c'est Aigle Royal du Mungo qui s'en sort le mieux en emportant 3 tirs à 1. La joie est à son comble dans les rangs du champion du littoral. Je suis un entraîneur comblé, je suis un entraîneur très ému, vivement que la population du littoral en général et celle du département du Mungo en particulier reçoivent ce trophée avec beaucoup de bonheur. À ce niveau, on avait vraiment tout donné. Les pieds déjà sont fatigués, donc Aigle a remporté le jour. L'Aigle a prouvé qu'il était un très bon représentant pour notre région. C'est l'amour du football. Je suis un passionné, ce n'est que le football que je sais faire. Donc je suis un passionné de ce football. Quand j'entre quelque part, je crois qu'il y a des résultats. Défait en finale, Victoria United au Popo accompagnera tout de même Aigle Royal du Mungo en division d'élite 2. Les deux clubs comptent parmi les plus mythiques du football camerounais. Désormais en MTN Elite 2, il s'agira pour les deux équipes de s'armer pour au moins se maintenir lors de la première saison afin de ne plus retomber dans les tréfonds du football camerounais où elles ont passé plus de 20 ans. Voilà donc pour ce qui s'est passé du côté de Limbé. Raphaël Maniaca, Aigle Royal du Mungo gagne logiquement la compétition ou bien dès le départ vous voyez d'autres favoris pour essayer de remporter le trophée à Limbé? Déjà on sait très bien que c'est une division assez difficile, la division régionale, tant sur le nombre de matchs, sur le déroulement de la compétition, mais je pense que à partir d'un certain niveau de la compétition, il y a des équipes qui commencent à se défaire, à se faire ressentir comme des potentiels vainqueurs ou encore des potentiels des équipes qui devraient aller aux Interpools. Je pense que tout au long de la saison du côté du littoral, Aigle a eu le parcours d'un champion, parce que je me souviens au tout départ, parce qu'il faut rappeler aux uns aux autres que la jeunesse de cette équipe, c'est le coach Roland Gakoum qui a pris cette équipe au tout début, avant Gekom. Il avait un groupe divisé en deux
il y avait une équipe du côté de Konsamba, une équipe ici à Douala. Il a fallu faire un jumelage de ces deux groupes-là. Après, ça a donné ce que ça a donné. Je me souviens d'avoir assisté notamment à une rencontre qui, pour moi, est une rencontre qui a un peu marqué mon esprit sur cette équipe. La rencontre face à l'école de football des Brasseries, où ils sont allés s'imposer du côté de Ndokoti, 3-2, menant les Brasseries 3-0, ce qui n'arrive pas très souvent pour n'importe quelle équipe qui peut jouer dans l'antre des Brasseries de football du Cameroun. Ils ont su tenir la pression imposée par cette équipe-là. Et tout au long de la saison, ils ont continué à imposer leur jeu. Et ce n'est que réussi de les voir au finish dans cette équipe-là. Après, il y a toujours des individualités qui permettent de dire que voilà, l'équipe a été quand même assez soudée. Vous avez notamment au goal Sonnet, que l'on a connu du côté de Léopard, qui fait pour une deuxième fois monter une équipe. Après le Léopard, il monte avec Aigle aujourd'hui. Vous aviez en latéral gauche le joueur Christian Mbaoya qui vient de la Dynamo aussi. Donc après, il y a des joueurs qu'on ne connaissait pas, qu'on a vu émerger. Oui. On a Maurice Beboum qui a marqué 5 buts durant ces interpools-là, qui était l'un des artificiers de cette défi, qui va notamment rejoindre, je pense directement, les Astres de Douala, où il s'est engagé il y a pratiquement un mois. Et ensuite, vous avez le milieu de terrain Bello Mamadou, qui était aussi l'un des piliers de cet effectif-là. Donc, grosso modo, à tous les postes, il y avait quand même des joueurs déjà d'expérience. On parle de Dynamo, de Léopard. Ça montre que voilà, c'est une équipe qui avait des ambitions. Exactement. Alors, on a donc les deux clubs qui vont accéder en Elite 2, Aigle Royal du Mungo et Victoria United. Léandre Zi, on a vu la faveur des supporters de Victoria United, contents de retrouver une équipe du Sud-Ouest en Elite 2, mais pas que, content de voir renaître Victoria United Opopo, qui était descendu depuis plusieurs années. Alors, quand vous regardez ces deux formations-là pour voir, est-ce qu'elles peuvent déjà au moins se maintenir en Elite 2 pour la saison prochaine, où on sait que les places sont chères, plusieurs clubs vont devoir descendre la saison prochaine? Oui, Marc, je pense que ces équipes ont les armes pour se maintenir en élite. Quand on voit déjà leur parcours, même avant ces interpools, on peut dire que c'est des équipes qui ont pu garder la tête froide parce que déjà, avant même ce tournoi interpool, elles partaient déjà comme les favoris de ce tournoi et c'est difficile de garder la tête froide quand on sait qu'on est d'office favori. Je suis sûr que tous les observateurs avaient déjà comme favoris Aigle et Opopo, mais maintenant, arriver à conserver le pronostic des observateurs, c'est ce qui a été plus difficile. Mais maintenant, les encadrements ont pu donner les discours adéquats aux effectifs pour qu'on ne tombe pas dans l'euphorie de la célébration de la qualification pour les Interpol pour ne pas ramener la victoire. Je pense que le match d'hier démontrait à suffisance que ces équipes étaient prêtes. Vous avez vu, le match était 0-0. C'est le match le plus attendu des Interpol et il a tenu promesse peut-être pas des spectateurs qui attendaient les buts, mais le match était très compliqué. C'est terminé sur le score de 0-0. Ça a démontré que c'est des équipes qui étaient prêtes pour cette compétition et qui, quand vous voyez le Mungo, c'est beaucoup d'effervescence. Le Sud-Ouest avec Opopo, c'est beaucoup d'effervescence. C'est un cheminement qui a été travaillé depuis la base et aujourd'hui, ce n'est que le résultat de ce que les présidents, les encadrements ont préparé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des équipes qui sont fières de leurs représentants et qui vont devoir batailler dur, mais pas tellement parce que je pense que c'est des équipes qui valent déjà ce qu'elles vont démontrer du côté de la MTN Elite 2. Mais là, maintenant, il y a le contre-la-montre. Il y a le contre-la-montre. La saison en Elite 2 démarre, je crois, la troisième semaine du mois d'octobre, c'est-à-dire autour du 21, 22 par là. Ces clubs ont pratiquement, on va dire, un mois à tout casser pour être prêts pour le démarrage de la saison. Mais surtout, il y a la date butoir du mercato Colbert-Yompan pour ces équipes-là. Le mercato dans le championnat camerounais ferme le 23 septembre. Qu'est-ce que je dis le 23 octobre. Donc pratiquement un mois pour recruter, essayer de bonifier cette équipe. Quand on sait que El Royal du Mungo a déjà perdu 4 ou 5 joueurs qui ont déjà signé dans les clubs d'élite, il faut essayer de reconstruire les équipes. Peut-être c'est ça le danger pour ces deux clubs régionaux qui accèdent en élite 2. Je crois qu'à situation spéciale, mesure spéciale compte tenu de tout ce qui est arrivé à l'Aigle de Konsamba, il serait peut-être envisageable
de leur donner un peu plus de temps pour mieux recruter. Mais revenant à la montée de l'Aigle en Élite 2, ça me rappelle tellement d'émotions. C'est toutes mes années de lycée qui me reviennent. D'abord au Popo, ce sont quand même de beaux jours du championnat camerounais. Je me rappelle toujours quand on disait au Popo, One People, One Power. Et en Konsamba, toutes les années 90, quand nous étions au lycée, nous étions toutes les fois au stade, même à midi. Nous allions payer l'entrée pour voir l'Aigle s'entraîner. L'Aigle de Nunge, de Stanislas Emo, de Hugo Choufa. Et bien après, lorsque le coach Tachoum est arrivé avec Emmanuel Nunge pour être champion du Cameroun, on avait presque oublié que l'Aigle existait encore. Donc c'est une très grande joie que de voir notre Aigle accéder en Élite 2. Et on fait un coucou à Michel Kaham, qui a été entraîneur, qui a été entraîneur de l'Aigle Nkonsamba dans le passé. Pour Michel Kaham, ça nous permet justement de faire un inside dans cette formation de Aigle de Nkonsamba. La saison 2022, une saison totalement réussie de la base jusqu'au sommet. Le inside signé du Senonjaku avec Deva Yonda. C'est une équipe en ébullition dans les vestiaires, célébrant le sacre de son mérite. Aigle Royal du Mungo a réussi cette saison l'exploit de hisser son drapeau au sommet du football dans la région du littoral pour désormais jouer les premiers rôles. Après le trophée du champion du littoral, suivi de son accession en élite tout nationale, le nouveau club mythique du département du Mungo remporte le trophée du champion des Interpools 2022. Aux Interpools, on avait un objectif, aller en élite 2. De là de l'élite 2, vous avez démontré que vous allez aller plus loin. Vous êtes venu arracher le trophée sur le territoire d'autrui. Applaudissez pour vous-même. Et derrière ces victoires se cache la main méticuleuse et rigoureuse dans le travail du coach Jenin Gogong, l'ancien joueur de UMS de Loum, titulaire d'une licence d'entraîneur à fédéral, promotion 2020. Ici, entre, tu te mets devant, Chamake et Elon. Pour la chute des ballons. Tango Gressa, Amadou Gressa, dévoilé. Une finale ne se joue pas, elle se gagne. Mais vous, tu as fait le contrôle qu'il faut. Lève la tête, tu ouvres le pied. Pour ceux qui me connaissent dans le travail, je suis très rigoureux. Exagérément rigoureux. Et l'accent est beaucoup plus mis sur la discipline. Je ne blague pas avec le volet disciplinaire dans mon équipe. J'ai trouvé un état d'esprit qui n'était pas bien, avec les dissensions, avec les querelles intestines. Il a fallu d'abord que je soigne ça, ce que j'ai pu faire. Je suis un entraîneur accompli. Ça, il faut être honnête et le reconnaître. Je reviens sur la scène nationale avec les Rois du Mungo 24 ans après. À ce stade, les supporters espèrent que le club saura faire une nouvelle organisation afin d'affronter de nouveaux défis. Qui ont la capacitation, mais il faudra que l'administration de l'équipe renforce cette équipe-là, y associe de nouveaux joueurs, des joueurs qui ont l'expérience du championnat d'élite, qui ont l'expérience, n'est-ce pas, de la haute compétition. Après UMS de Loum et Stade Renard FC de Mélon, Aigle Royal vient rallonger la liste des clubs du Mungo en élite, un département que d'aucuns appellent déjà la capitale du football. Ici sur cette frappe. Voilà, que de bons souvenirs, que de bons auspices donc pour Aigle Royal du Mungo. Bon vent pour ces deux clubs avec Victoria United. On en parlera forcément lors du démarrage de la MTN Elite. Tout prévu donc au fin du mois d'octobre à venir. Prenons le deuxième thème à présent, celui qui nous concerne, puisque dans quelques heures, les Lions d'Indomptables vont de nouveau redescendre dans l'arène pour affronter les guerriers Taïgouk de la Corée du Sud à 12h. Ce mardi sur les antennes de la télévision nationale, bien sûr. Mais avant, il y a eu une dernière séance d'entraînement aujourd'hui, reconnaissant du stade olympique de Séoul, le stade qui va donc abriter la rencontre. On verra donc les images, justement les dernières images de la séance d'entraînement de l'équipe nationale du Cameroun. Et on reviendra sur la conférence de presse donnée par Rigobert Song d'avant-match. Tout à l'heure, tant que ça arrive avec toute la technique. Mais déjà, monsieur, quelle équipe Rigobert Song peut aligner avant que lui-même nous donne des indices tout à l'heure Raphaël Maniaka, dans quelle optique on peut donc aborder ce type de match face à une équipe plus forte que l'Ouzbékistan alors qu'on vient de perdre notamment? Est-ce que pour vos sons va de nouveau faire des essais
avec d'autres joueurs qu'il n'a pas encore vus, ou bien il va plutôt aller sur des certitudes pour affronter les coéquipiers de Heung-min Son? Ben, je pense que pour lui, pour le groupe, c'est important déjà d'avoir des certitudes parce que voilà, nous sommes à moins de 60 jours du début de la compétition. Il est important pour un groupe comme celui du Cameroun d'avoir des certitudes et d'avoir de la confiance parce que au sorti de cette période FIFA, ça fera tâche au moral des uns et des autres, que ce soit les joueurs, l'encadrement ou bien encore les supporters des Lions indomptables, de terminer par une défaite, ce qui ne serait pas véritablement très bon pour le moral des joueurs qui vont repartir certainement dans leur club et continuer sur un rythme assez infernal. Donc il est important déjà d'avoir une certaine assise au niveau de la défense avant de pouvoir évoluer sur le terrain, parce qu'on s'est rendu compte lors du match contre l'Ouzbékistan qu'on avait beaucoup de déchets à partir de derrière. On s'est fait bouffer physiquement par les Ouzbeks, certainement un point où on ne s'attendait pas. Je pense que au départ de cette rencontre, si on nous avait dit que les Ouzbeks allaient marcher sur nous physiquement, ça, on ne l'aurait pas cru. Mais je pense que à ce niveau, on a pioché et il est important de retrouver une certaine assise. Après, pour ce qui est de l'attaque ou du milieu de terrain, il faut une certaine variation et une certaine osmose entre les joueurs, parce que pour ce qui est du match contre l'Ouzbékistan, on avait plutôt des novices au sein de cette attaque ou du milieu de terrain, des joueurs qui ne se connaissaient pas. Je pense qu'il faudra trouver des maillons, certainement avec des séances d'entraînement qu'il y a eu ces derniers jours, ce qu'on n'a pas véritablement eu sur le premier match. Je pense qu'avec les 2 ou 3 jours de séance d'entraînement entre samedi, dimanche et aujourd'hui lundi, c'est au beau fixe pour certainement avoir de meilleures relations sur la pelouse, parce qu'on a vu souvent des appels, des ballons qui n'arrivaient pas à certains appels, des gestes qui tendaient plus vers l'individualisme que le collectif. Donc il est important globalement pour cette équipe-là de se retrouver collectivement afin que les individualités puissent ressortir. Alors, Léon Ndié, justement, on parle de cette compo qui pourrait donc faire en sorte que les supporters des Lions aient plus de certitude. Pour vous, est-ce que Son va rester fidèle à lui-même? Lui qui dit en même temps qu'il n'a pas assez de temps, mais qui se prend à faire des essais. Est-ce que là, pour le match contre la Corée, pour vous, il fera encore de nouveaux essais? Bien sûr, bien sûr. Tant qu'on n'est pas dans la compétition, Marc, je pense qu'on peut continuer avec les essais. C'est pas une curiosité camerounaise. Ça se fait partout. Je pense que la France, lorsqu'elle va en Coupe du Monde en 2018, lors de son dernier match, aligne un 11 qui n'a jamais été aligné pendant toute la Coupe du Monde. Il y a des Benjamin Mendy qui étaient partis pour être des titulaires indiscutables, qui ne vont même pas jouer un seul match décisif pendant la Coupe du Monde. Donc, à chaque match, il y a la préparation et il y a la compétition. Donc, vous pouvez ne pas être prêt pendant la préparation, ou alors vous pouvez être prêt ou alors être dans ce qu'on appelle l'équipe type avant la compétition, et pendant la préparation découvre que vous n'êtes pas prêt. C'est ce qu'on a vu véritablement de certains de nos cas. Je veux parler par exemple de Vincent Boubacar qui n'a pas tenu aux promesses qu'on pensait de lui. Donc maintenant on peut voir que le système avec des pistons, c'est un système qui ne correspond pas véritablement à l'effectif qu'on peut avoir pour ce mondial, parce que nos latéraux ne sont pas aussi offensifs qu'on le pense. Nous, Tolo et Faye Collins, qui sont partis pour être les latéraux titulaires, ne sont pas ceux-là qu'on peut utiliser comme des pistons. On a le jeune Omar Gonzalez qu'on n'a pas encore vu, qui peut être peut-être mieux qu'un Koulou qui a déçu lors de ce match. On a le jeune Christopher Waugh, qu'on peut associer même à ce Omar Gonzalez pour voir ce que ça peut donner. On n'a pas de certitude. Je pense que quand on a fait un mondial où on a été dernier en 2014, on ne peut pas dire qu'on va avec une certaine arrogance. Non, on va essayer. Donc je pense que Rigobert, si on poussait un match de préparation, peut encore essayer un 11 inédit, mais dans une autre configuration. Le 3-5-3 n'a pas donné. 3-4-3 n'a pas donné. On peut partir dans notre 4-4-2 avec des joueurs comme Bemo, qu'on a vu qui avait des difficultés à vraiment démontrer tout son talent parce que le système ne lui permettait pas de le démontrer. On a vu une Koudou qui a fait beaucoup d'efforts pour être à la hauteur du match. On a vu une équipe de l'Ouzbékistan qui était plutôt costaud, ce que n'est pas
ce qui n'est pas le cas de la Corée qui a des joueurs plutôt rapides mais petits en gabarit. Donc les Africains qui sont souvent habitués à être les plus costauds ont trouvé plus costauds que maintenant on va changer. Je pense qu'il faut changer de système. Quand on dit qu'on va changer, on ne va pas tout changer. Si on sait qu'on a des certitudes, le coach a dit qu'il avait Ngande et Zambo comme des certitudes. Ouais. Si on a encore Onana, Faye Collins et nous, Tolo, je pense qu'avec déjà ces joueurs-là, on peut avoir une certaine ossature maintenant, chercher comment je vais dire ça, un système offensif qui peut être plus incisif, parce qu'on a vu une équipe qui tardait à véritablement amorcer des phases offensives. Je pense que c'est dans ces points-là qu'on peut apporter quelques petites modifications face au 11 de demain. Voilà, vous avez donc à l'image la séance d'entraînement d'aujourd'hui. On rappelle que c'est la nuit carrément du côté de Séoul. De Séoul. Il est 19h13 au Cameroun. Il est pratiquement du côté de Séoul. Il faut retirer 8 heures de temps pour voir pratiquement l'heure qu'il est. De ce côté. 3 heures du matin. Ouais, il faut ajouter 8 heures de temps là. Oui. 8 heures. Il faut ajouter 8 heures de temps. Là, il est pratiquement à 3h, 4h du matin. Ils dorment carrément dans Lions indomptables. Donc ça, c'est les images et la séance d'entraînement de ce jour du côté de Séoul. Et la presse a pu être admise pendant les 15 minutes. Ça, c'est les images signées de la Fédération camerounaise de football sur son site internet et sur sa page YouTube. Et on peut voir l'ambiance qui règne à la veille donc de cette seconde sortie du Cameroun face à la Corée du Sud. Justement, on va donner la parole à Rigobertson tout à l'heure parce qu'il a tenu 12 à 13 minutes de conférence de presse d'avant-match tout à l'heure du côté de Séoul. C'était autour de 10h30 heure du Cameroun. Mais avant, Colbert Yampan, quels sont les secteurs où vous pensez que Rigobertson va forcément toucher après le cataclysme du match face à l'Ouzbékistan? Je vais faire une différence entre l'idéal et la logique. Pour ce qui est de la logique, si Rigo n'apporte pas de changements dans tous les secteurs, ce serait une double contradiction. La première contradiction, c'est que lui-même a dit qu'il est dans l'urgence et qu'il va falloir faire des essais. Ça implique qu'il faut donner du temps de jeu à tous ceux qui sont là pour pouvoir les voir et décider s'ils feraient partie de la liste des 26 ou pas. La seconde contradiction serait que Rigo a lui-même dit, le président a dit que le score importe peu. Et à partir du moment où ceux qui ont joué le premier match n'ont pas satisfait, donc il serait aisé de faire des changements. Donc je crois qu'à tous les compartiments, il apportera des changements. Maintenant, l'idéal aurait certainement été qu'il appela tous ceux qui sont susceptibles de jouer en Coupe du Monde. Je pense à Zambo Anguissa, je pense à Ngade, je pense à Choupo-Moting, selon les propres dits du sélectionneur. Mais aujourd'hui, on est loin de cet idéal-là. Il faut faire avec ce qui est là. Ouais, et justement, est-ce que la défaite peut faire changer les plans à Rigobertson, à Raphaël Maniaka? Parce que vous avez certainement un plan de départ lorsque vous préparez un stage. Vous vous dites, comme il a dit avant le stage, je vais faire des essais, donner du temps de jeu à ceux qui ne se sont pas encore montrés en sélection pour peut-être grappiller des points en vue de la liste finale. Mais est-ce que cette défaite face à l'Ouzbékistan, qui n'était pas attendue pour modifier les plans du coach, peut le contraindre à modifier ses plans? Oui, ça peut le contraindre. Après, est-ce que c'est pour ça que je dis c'est dans ces matchs amicaux, c'est qu'on va véritablement voir le côté tactique, technico-tactique de Rigobertson. Est-ce que c'est un coach assez pragmatique? Parce que s'il est pragmatique, il restera dans ce schéma-là. C'est-à-dire, il sait très bien que voilà, il veut où il veut aller. Maintenant, la difficulté serait pour lui de s'imposer. Parce que s'il s'impose demain face à la Corée du Sud, ce qui est bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important d'avoir des certitudes, surtout après une préparation. S'il s'impose demain, il sera aussi dans une certaine problématique parce que n'ayant pas le gros de son effectif sur cette période-ci, il sera peut-être buté au fait que d'autres n'ont pas pris part à cet effectif avec son organisation qu'il est en train de vouloir mettre en place. Est-ce qu'il ne va pas essayer de rechanger tout ça? Parce que quand il y a la victoire, ça confirme ce qu'on veut mettre en place. Mais
sans ces joueurs cadres qu'il a plus ou moins volontairement laissés, est-ce que ça ne va pas lui porter préjudice plutôt durant la compétition? Donc j'espère qu'il a le plan A et le plan B. Le plan A étant peut-être que voilà, il connaît déjà son équipe dans une disposition à 4 défenseurs, ou du moins dans une disposition classique. Et maintenant, il vient essayer un autre format, parce qu'on sait qu'avec 3 défenseurs, ça assure une certaine assise. Mais est-ce que les joueurs qu'on a aujourd'hui pour jouer dans ce système-là sont matures? Parce que ce n'est pas des systèmes sur lesquels on tâtonne beaucoup, le 3-4-3. Il faut avoir des joueurs qui déjà ont la maturité technique et tactique de maîtriser ce système-là. Est-ce le bon moment pour appliquer ce système-là lorsqu'on sait qu'on part dans une compétition où 2 années de suite, on a été les derniers et une autre où on a loupé complètement la compétition? Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus dans les attitudes, la sérénité des joueurs et qu'on va vouloir retrouver nos lions indomptables. Ce qui est sur la Corée, c'est un adversaire très différent de l'Ouzbékistan. Moi, je vois plutôt la Corée un peu du style Brésil dans la qui va vite, qui va vite, petit, pas vraiment des joueurs robustes. Donc, il va falloir aussi pour Rigobert imposer la patte Cameroun sur cette équipe coréenne là demain. D'accord. On a les images du dernier match de la Corée. On va montrer un tout petit peu quelques temps forts de cette équipe-là. La réalisation va réussir à nous retrouver ça. Mais d'abord, on va donner la parole au sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. C'est important d'écouter Rigobert Song-Bahana qui s'est prononcé tout à l'heure en conférence de presse d'avant-match. On a sélectionné 3 minutes pour vous sur les 12 minutes de la conférence pour retenir l'essentiel. Rigobert Song-Bahana, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Non, je parle plus de l'ensemble. Je pense que c'est une très belle équipe. C'est une très belle équipe. Je dis, nous savons que elle est habituée à ces compétitions-là. Et maintenant, je dis, nous sommes toujours en mode préparation. Ils ont leur atout, ils savent ce qu'ils recherchent. Il y a tellement de joueurs dans cette équipe qui jouent dans des grands clubs en Europe. Donc, oui, je pense que c'est une très belle équipe. Et maintenant, je dis, vous savez, les résultats, c'est pas ce qui est peut-être important pour tout le monde en ce moment, mais je pense que nous sommes en phase de pouvoir bien nous organiser, que ce soit eux et nous aussi, pour que nous puissions être prêts le moment venu. L'équipe ayant perdu, je pense que nous sommes toujours à une phase auquel il fallait voir de nouveaux joueurs qui sont arrivés et je reste toujours pour le moment dans la préparation de pouvoir réajuster et trouver la formule qui va nous permettre de pouvoir mieux être prêts lors de mon premier match au Qatar. Donc, il y a de nouveaux arrivés, c'est des nouveaux joueurs aussi. Il fallait que je voie un peu tout le monde. Donc, je suis un peu à une phase de rotation pour vraiment retrouver le bon équilibre pour que nous puissions être prêts lors de notre premier match contre la Suisse. Tout simplement, je suis en mode de rotation. De rotation, c'est des joueurs pour nous qu'on connaît déjà. C'est-à-dire, ils connaissent bien Choupo et Zambo, nous les connaissons aussi. Et nous sommes, je dis, dans une situation aujourd'hui en train de voir les autres aussi, qui vont permettre, parce qu'une compétition, elle ne se joue pas à 11 ou à 2. Elle se joue à 26 joueurs, c'est-à-dire qu'ils vont dans une compétition pour que tout le monde se sente impliqué. Donc, c'est justement pour ça que nous sommes dans cette lancée-là pour le moment. Donc, il n'y a pas de justification en ce qui concerne les deux. Voilà donc pour les premiers mots de Rigobert Song-Bahana. D'ici, avant la fin de l'émission, on va vous passer un autre bout
de cette conférence de presse où il a fait des annonces concernant justement le dernier match de revoir avant d'aller du côté du Qatar. Alors, qu'est-ce que vous retenez de la communication de l'entraîneur? Comme ils n'ont pas en avance là, il donne des indications sur ce qui peut se faire tout à l'heure. Et justement, moi qui ai un peu écouté la conférence de presse, il y a une autre question sur son équipe qui va aligner pour le match de demain. Et le coach dit qu'il ne va pas changer de système, mais qu'il va forcément changer quelques joueurs dans le 11 de départ. Ça nous permet de voir cette composition probable après avoir recoupé à gauche et à droite chez nos confrères qui sont du côté de Séoul pour suivre la sélection, puisque ce n'est pas très évident de suivre à distance. Eh bien, voilà le 11 probable qu'on pourrait donc avoir demain à 12h contre la Corée du Sud, avec 3 changements minimum pour Rigobert Song à faire. Au milieu de terrain, avec Onla et Ungwe qui devraient faire leur retour, soit Ungwe, soit Ncham en bas, et puis devant, on pourrait voir débuter Nkoudou à la place de Mouminga Maleu, pourquoi pas. Et puis la défense devrait être modifiée avec Ebo, c'est qui passerait plus en piston, puisque c'est là-bas qu'il joue en club à l'Udinese, et nous, plus dans l'axe, comme ça avait été le cas avec Conceição, où il avait joué dans une défense à 3 par le passé. À votre avis? Il y a 3 choses à dire. La première, c'est que Rigo a tiré les leçons de la première rencontre. On s'est bien rendu compte que dans le système contre l'Ouzbékistan, nos pistons étaient complètement perdus et n'ont pas apporté ce qu'on attendait d'eux. Il a essayé de réajuster et comme on le disait tout à l'heure, il a apporté des changements, ce qui est logique. Il est resté dans son système de 3-4-3, ça veut dire que peut-être qu'il envisage jouer avec ce système-là pendant la Coupe du Monde. Donc, on va attendre voir comment l'équipe va se présenter demain pour savoir si Rigo avait raison ou pas. Mais j'ai le même problème. À suivre Rigo, j'ai l'impression que Rigo prépare la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2024. Vous voyez qu'il se projette déjà? Qui se projette déjà à la Coupe des Nations contre la Côte d'Ivoire en 2024 en essayant tous ces systèmes-là. Et c'est toujours bien qu'un entraîneur ait une variabilité de système pour aussi faire l'effet surprise. Ouais. Mais il y a contradiction par rapport à ses propres déclarations, aux déclarations du président qui, dans son optimisme, ce qui est normal dans sa posture de président, estime que nous pouvons rêver et aller jusqu'au 18. Ça veut dire nous donnons tout aujourd'hui pour présenter une équipe compétitive à Doha dans moins de 2 mois maintenant. Et pour cela, il faut aller sur des certitudes. Comparaison n'est pas raison. Je ne suis pas d'accord avec Léandre quand il prend l'exemple de la France. Mais ce que Léandre, intelligent qu'il oublie de dire, c'est que la France, en le faisant en 2018, a eu des champs depuis 2012. Donc, il a eu 6 ans. Et ces joueurs ont joué ensemble pendant 6 ans. Rigo est à son 4e match. Donc, il ne peut pas prétendre connaître déjà tout son groupe et faire ses essais ou reposer. Ces gars, on est dans l'urgence. Et quand on est dans l'urgence, on fait avec les certitudes. Et je pense que depuis la décision de continuer à faire des essais maintenant, on était tout faux. Est-ce que justement, dans votre argumentaire, vous parlez de brouiller les pistes? Est-ce qu'on est aussi dans ce jeu-là? Raphaël Mayaka, on a vu les autres sélections adverses pour la Coupe du Monde se préparer et les différents sélectionneurs ont été tensés sur la question du Cameroun et Tite, dans sa conférence, a lancé juste un petit pic en disant qu'il ne faudra pas se fier à ce qui se fait actuellement, ça reste que la préparation des équipes. Raphaël, est-ce que pour vous aussi, ces réglages qu'on est en train de faire, ces tests peuvent brouiller aussi les pistes par rapport à notre éventuel 11 de départ contre la Suisse en novembre au Qatar? Si je m'en tiens à l'histoire, je dirais que non, ça ne brouille aucune piste, si ce n'est nous-mêmes. Parce que toutes les équipes qui ont, ma foi, remporté les derniers mondiaux, ou bien toutes les équipes, même africaines, qui ont eu des beaux parcours en Coupe du Monde, c'était des équipes qui sortaient soit de Coupe d'Afrique avec des certitudes, du moins. Partout, à chaque fois qu'elles venaient avec des certitudes. Je prends le Cameroun de 90, le Cameroun arrive avec des certitudes à la CAN 88 qu'ils ont remporté.
Si je prends le Sénégal en 2002, l'équipe qui a joué la CAN cette même année-là, c'est la même qui se retrouve au Sénégal, toujours des certitudes. Le Ghana, qui était proche des demi-finales, c'est une équipe qui arrive avec le statut de toujours arriver en demi-finale de ces compétitions, qui n'a ajouté qu'un seul élément dans son 11 de dépôt, bien dans son groupe, Kevin Prince Boateng, un binational qui arrivait avec sa particularité à lui. Ça veut dire que le Ghana avait déjà une équipe solide, mais il fallait peut-être le petit plus là. Peut-être avec ou sans lui, ils auraient pu tout faire ce quart de finale là, mais tout au long de la compétition, le côté décisif de Kevin Prince Boateng a montré que voilà, c'était peut-être le chaînon manquant à cette équipe-là. Après, on regarde même l'équipe de France qui remporte le mondial 2018, c'est des certitudes avec l'Euro 2016. Donc aujourd'hui, si je prends le parcours du Cameroun, c'était au départ avec Contessaou du tâtonnement. Mais après, il y a eu de la régularité, oui. Sauf peut-être en défense ou en début de compétition, ça tâtonnait. Mais le reste, c'était déjà des certitudes un peu partout, malgré tout ce qu'on pouvait dire. Même jusqu'au match contre l'Algérie, on est toujours allé sur des certitudes, juste en remplaçant quelques éléments par rapport à la physionomie de la rencontre. Quand je prends par exemple Moutolo qui se retrouve au banc à Blida pour laisser place à Oyongo, c'est parce qu'on est dans l'optique d'aller chercher un but. Donc il nous faut maîtriser la rencontre et avoir des solutions sur le côté. Donc à ce niveau, oui, alors je pense que le changement, il n'est pas mauvais parce qu'il sied à la physionomie de la rencontre. Mais maintenant, lorsqu'on arrive en préparation, je pense c'est surtout lorsque vous n'avez pas vos éléments cadres. Je pense qu'il est important de mettre les nouveaux dans de meilleures dispositions. Parce qu'après, quand moi j'ai regardé le classement proposé à l'écran tout à l'heure, moi j'ai un peu peur par rapport à la structure de l'équipe. Parce que quand je regarde les trois offensifs, j'ai des doutes sur leur capacité à revenir faire les efforts. Parce que lorsqu'on regarde le match contre l'Ouzbékistan, à un moment donné de la partie, l'équipe était complètement divisée en deux. Ce qui veut dire que le milieu, il n'y avait pas les retours qu'il fallait. Lorsqu'on regarde même le deuxième but qu'on prend, c'est parce que à un moment donné, certains ne se sentaient plus concernés par les tâches défensives. Et c'est des choses qu'il faut travailler, j'espère. C'est pour ça que je dis, si demain ça passe, le crédit que je peux accorder à Rigobert, s'il va dans ce 3-4-3, c'est du pragmatisme. Tout simplement parce qu'à un moment donné, un entraîneur aussi a besoin de cela pour se donner lui-même de la personnalité et de la confiance, de croire en ses choix. Maintenant, c'est, comme je dis souvent, et comme certains entraîneurs le disent, le schéma de départ est un schéma. C'est ce qu'on fait de l'animation des joueurs sur le terrain qui peut vous donner satisfaction ou pas. D'accord. Alors, organisez un commentaire là, sur cette composition probable. Selon vous, quel 11 probable vous voyez? Est-ce que c'est pratiquement celui-ci ou bien vous dites que on va rentrer dans le 4-2-3-1 qui nous est cher? Non, moi je pense que normalement, pour tout le monde qui a vu le match contre l'Ouzbékistan, on a compris que le 3-4-3 n'était pas un schéma propre à nous, je l'ai dit dans mon propos d'entame ici. On n'a pas des pistons capables de véritablement apporter un plus à l'attaque, c'est diminuer notre défense. Et quand on sait que l'équipe de Corée du Sud a des éléments très mobiles et très offensifs, on se dit que même en mettant un Nicolas Nkoulou qu'on a vu un peu pas véritablement à sa place dans cette défense, parce que dans une attaque qui va très vite, Nicolas Nkoulou sera arrêté sur presque toutes les actions. Et Faye Collins ou Noutolo, que ce soit défenseur ou en ce système de piston, ça ne marche pas. C'est des systèmes très compliqués. Même en France, on a vu ça avec l'équipe de France. C'est très compliqué d'appliquer ces systèmes-là quand on n'a pas les joueurs véritablement offensifs. On l'a essayé à Blida avec un Oyongo Bitolo, quand c'est très offensif, très peu défensif, ça peut marcher à ce moment-là. Maintenant, quand on voit un Aboubakar qui est un attaquant qui n'est pas toujours présent dans la surface. Et quand on vient avec des pistons, c'est pour faire des centres. Et Aboubakar qui dézone plus souvent pour prendre le ballon au pied, on aura une surface de réparation qui sera vide lorsque les pistons pourront amener le ballon vers l'avant. Donc un système avec Aboubakar n'est pas véritablement propice avec ces pistons-là. On pourrait mettre un Léandre Trawamba, un Jean-Pierre Samet, des gars qui peuvent rester positionnés à l'attaque
et qui peuvent recevoir les ballons de Mbemo, de Moumingamale ou de Nkoudou. Parce qu'on a vu ce problème-là durant le match contre l'Ouzbékistan, où la défense ouzbek était libre. Il n'y avait personne pour fixer la défense. Abakar venait chercher les ballons au milieu. Mbemo était perdu entre aller prendre le ballon dans les pieds de Faye Collins, Poudou, qui ne savait pas à qui donner le ballon. Je pense que même si on veut prôner le pragmatisme tel qu'a dit Raphaël de Rigobertson, il va falloir nécessairement voir la réalité et se réorganiser sur ses forces. On ne va pas dans une Coupe du Monde que le président veut gagner avec un système qui nous est défaillant. Moi, je pense que nécessairement, il va falloir revoir ce système et revoir même les hommes qui vont aller à la bataille. Allez, un mot rapide là sur la Corée du Sud. On en parle très peu. La Corée du Sud joue dans un 4-3-3. C'est le système qu'elle a utilisé face au Costa Rica avec un match nul de 2 buts partout avec pratiquement ses titulaires, Min Jae de Naples, Unmison de Tottenham pour un score de 2 buts partout. On joue en 4-3-3. Est-ce qu'également ça peut compter vu le profil des joueurs de cette sélection? Un jeu assez rapide. On a vu le vendredi dernier les images de la première rencontre contre le Costa Rica et les 2 buts qui ont été inscrits. C'est vrai, l'un était sur coup de pied arrêté, mais c'est une équipe à laquelle le Costa Rica aussi a posé des problèmes. Donc peut-être il y a un coup à jouer demain. C'est une équipe qui physiquement est prête. Pour quelqu'un qui vit en Allemagne, nous avons encore le souvenir du traumatisme que la Corée du Sud a donné à la Mannschaft. Donc la Corée du Sud ne va rien laisser demain. Elle va jouer le coup à fond. Et comme vous l'avez dit, avec des joueurs comme Minson, ils vont certainement tout donner. Et c'est une équipe qui est encore plus dangereuse que l'équipe d'Ouzbékistan. Elle jouera dans un stade aussi plein. Est-ce que ça peut compter dans ce magnifique stade de Séoul, stade de Coupe du Monde? Ça compte toujours de jouer à guichet fermé. Je crois que la rencontre à guichet fermé devant son public, et il faudra faire très attention à ces attaquants qui, pour la plupart, je crois, les 3 ou du moins les 2, Emerson et Chan évoluent, Tottenham, Wolverhampton. Donc il faudra faire Min Jae une certaine assise au niveau de la défense. Voilà. Donc attention à cette équipe-là qui vise aussi un bon parcours d'un mondial où ils sont plus sortis des poules, je crois, depuis. Ils sont sortis des poules 2 fois, 2002 et 2010, si je ne me trompe pas. Et qui sort d'un match nul. Et qui sort d'un match nul aussi, justement. On n'est pas venu ici juste pour leur donner une autre envergure, ça sous-estimer. Problème de rotation et la finalité, le résultat, il est important. Donc je pense que demain, ça sera un autre visage par rapport à celle qui a été vue lors du premier match. Et tant, il y a toujours eu cette coutume qui a toujours eu lieu, dont on ne changera pas. On ne changera pas cette fois-ci parce que j'ai dit les bénédictions et les encouragements du peuple camerounais. Je pense qu'on aimerait bien que nous puissions avoir un match de revoir, comme ça a toujours été par le passé. Et je pense que ça sera plus
des matchs de A'-CC, il faudrait qu'on a changé d'autres données aujourd'hui pour que les Camerounais ressentent aussi cette chaleur de jouer avec des équipes européennes ou américaines qui doivent forcément venir nous permettre de pouvoir bien se préparer et de donner aussi la possibilité à certains joueurs locaux de pouvoir aussi se mettre en évidence. Parce que le match contre la Jamaïque nous fera vraiment du bien et ça va nous permettre toujours de continuer, toujours dans la même lancée de la préparation. Le 9 novembre. Et la période? C'est le 9 novembre. Vous avez parlé de suspense, mais afin de continuer quand même. Ces propos de Rigobert Sambana, justement, il est sorti par ce match amical à venir, ce match de revoir, on va dire comme ça, le 9 novembre, contre la Jamaïque, il a bien répété 9 novembre, et que la stratégie, c'est de donner plus de temps aux joueurs locaux. De se montrer, parce qu'on se posait la question, parce que la FIFA demande de libérer les joueurs le 13 novembre ou le 14 au maximum pour rejoindre la sélection pour la Coupe du Monde. On se demandait comment est-ce qu'on peut faire un match de revoir le 9 et qui est ces joueurs étrangers. Pour vous déjà, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle, Raphaël? Est-ce que c'est une bonne chose? On se dit que c'est encore une petite équipe. Pourquoi est-ce qu'on prend une petite équipe pour directement la veille du mondial? Personnellement, à ce niveau, ce ne serait même pas une question de petite équipe. C'est une question de... Je ne comprends pas qui... Parce que, bon, on appelle ça match de revoir, certes. Mais revoir donc de qui à qui? Puisqu'il parle de joueurs locaux. Puisque aussi, selon le calendrier, il n'y aurait forcément pas véritablement de joueurs du groupe. Sauf s'il arrive à en avoir au moins un. Parce qu'il s'agit de prendre le drapeau. Est-ce qu'un joueur local prendrait donc le drapeau? Est-ce qu'il sera assuré d'être au Qatar, justement? Exactement. Il peut y avoir juste 3, 4 ou 5 joueurs qui seront libérés par des États-Unis et autres là parfois. En espérant peut-être des accords avec des clubs qui peuvent libérer des joueurs avant, mais ça c'est la volonté du club. Là on n'a pas d'assurance. Donc justement, maintenant après pour le match, ça reste. Pour moi, ça reste juste un match de revoir, surtout avec le calendrier. Forcément, on n'aura pas nos joueurs. Donc, c'est juste vraiment symboliquement. Il n'y aura pas, je pense pas, que c'est un match test ou autre chose comme ça. D'accord. Quand nous sommes arrivés au terme du programme Cameroun-Jamaïque, il y a déjà eu des rencontres comme ça, des équipes préfèrent jouer contre des équipes basses pour aller au mondial? Ce n'est pas notre cas, puisque l'équipe qui jouera certainement ne sera pas celle qui jouera au Qatar. Ce qu'on peut dire, quand on a dit le 9, j'étais sûr que ça ne se ferait pas avec les joueurs professionnels, parce que si on prend l'exemple du Bayern, le Bayern joue le 8 et le 12. On ne voit pas comment est-ce qu'on peut se libérer le 9. Donc on nous demande l'union sacrée. C'est une bonne chose. L'union sacrée veut dire les supporters doivent être derrière leurs équipes, les dirigeants doivent faire tout ce qui est de leur possible pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions, et les journalistes doivent rester journalistes, pas militants et pas fanatiques. Pas fanatiques, d'accord. Merci pour les propos, Kobe. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans moins de 10 minutes, le grand journal avec Alain Gisley et Kanga sur la coordination des nouveaux directeurs de l'information. Rodrigue Tonga, vous le savez, depuis 13h, quant à nous, on se retrouve vendredi pour une émission spéciale finale de la Coupe du Cameroun avec tout un arsenal prévu par le service des sports, chapeauté par Mirabeau. Restez sur Canada International et à la prochaine.